Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on retrouve Eric Lamakoku Banassima, travailleur social spécialisé en développement communautaire. Si vous voulez en connaître plus sur son parcours, je vous invite à écouter l'épisode 13 portant sur le développement communautaire au Togo et le travail social et cette méthodologie d'intervention. Aujourd'hui, Eric aborde de nouveau le développement communautaire à travers de nouveaux exemples de pratiques et terminera par vous exposer les forces et l'intérêt de cette méthode d'intervention en travail social. De mon côté, je ne veux pas manquer d'ajouter que la plupart des pays occidentaux sous-estiment, et j'ajouterais sous-financent ce type d'intervention. Alors j'espère que cet épisode pourra participer à sa visibilisation. Merci beaucoup Eric. Je nous lance tout de suite avec la prochaine question. Est-ce que tu pourrais illustrer le développement local participatif, aussi appelé le développement communautaire au Togo, à partir d'une expérience dans ta pratique ? Merci Stéphanie pour la question. Avant tout, lorsqu'on parle de développement communautaire, on parle d'une discipline de travail social qui, au travers de cette intervention, œuvre pour le bien-être des communautés. Dans le développement communautaire, il ne s'agit pas d'imposer, il ne s'agit pas de construire des solutions et dans son bureau, dans sa salle et à les imposer aux populations. Il faut partir avant tout de ce que les populations renseignent, ce que les populations ont déjà même identifié. Et maintenant, au travers de causeries, au travers d'échanges, au travers de forats, leur permet réellement d'exposer les problèmes auxquels elles sont confrontées. Et là, c'est ensemble qu'il faut trouver des solutions idoines. Et par rapport au développement communautaire, jusqu'ici, j'ai eu plusieurs expériences. D'abord, il faut quand même dire que l'école qui m'a formé, et ce n'était pas juste une école qui formait de façon théorique. Au-delà des cours théoriques que nous avons en classe, nous avons déjà eu à faire des stages pratiques où nous allons à la rencontre des communautés, où nous allons parfois même habiter avec ces communautés, manger, passer du temps avec elles. Je me rappelle, j'avais déjà eu à passer dans un village au nord du Togo, dans un milieu rural, près d'un mois. Wow. Et je dormais avec ces personnes. Ce qu'ils mangeaient, je mangeais. Quand bien même parfois, ça ne me plaisait pas trop. Je m'habituais à leur vie, à leurs conditions de vie. C'est juste aussi un moyen de véritablement s'imprégner des conditions. Et voilà. Et lorsqu'il y a besoin de proposer des solutions réelles qui ne sont pas en déphasage avec ce que les communautés vivent. Et donc, après l'école, et dans les initiatives que j'ai eu à faire dans les associations ONG, actuellement, je suis à ISCOM, qui est Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui. Et nous avons eu déjà implémenté plusieurs programmes et projets pour le bien-être des communautés. Et c'est le cas actuellement d'un projet dénommé Clean Water for Togo. Et en Afrique subsaharienne, la question de l'eau constitue un enjeu crucial. Et vraiment, elle pose de sérieux problèmes de développement et elle constitue un obstacle pour les populations, surtout celles vulnérables, les femmes, les enfants, et d'accéder à leurs besoins fondamentaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mené ce projet pour permettre à ces populations rurales d'avoir l'accès facile à l'eau potable. Et donc, le village dont je parle, c'est un village montagneux qui est dans la région des plateaux. Le village s'appelle Kobé-Vakbo. Et donc, lorsque nous étions allés dans ce village, nous avons rencontré la population, la chefferie, et il y a aussi un organe de développement qu'on appelle CVD. Et donc, ils nous ont exposé le problème. Ils ont parlé de ce qu'ils faisaient déjà. On a remarqué que dans ce village,
c'était dans une mare où parfois les animaux venaient s'abreuver, que ces populations allaient pour chercher de l'eau. Et parfois les femmes, les enfants, surtout les jeunes filles, et parcouraient de longues distances pour aller chercher de l'eau avant de venir à la maison et de s'apprêter vite avant d'aller à l'école. Donc, c'est un sérieux problème de développement dans ce village nommé Koubé-Vakbo. Et donc, il fallait trouver des solutions pour, voilà, et permettre vraiment à ces populations d'avoir l'accès à l'eau potable, permettre aux jeunes filles de pouvoir vite aller à l'école. Donc, en réglant la question de l'eau, on règle plusieurs questions à la fois. Oui. Et donc, on avait déjà remarqué que ces populations même déjà essayaient d'initier des choses. Par exemple, l'eau qu'elles prenaient, elles essayaient de javeliser cela. Quand bien même qu'elles essayaient d'œuvrer elles-mêmes, voilà, de permettre, voilà, un temps soit pour que l'eau soit potable, ça constitue toujours un enjeu crucial. Et donc, c'est ensemble, nous avons vu déjà ce qu'elles font. Ils sont partis de ce qu'elles font maintenant pour initier, pour, voilà, ensemble écrire le projet et pouvoir obtenir un financement d'un partenaire pour l'implémenter actuellement. Donc, voilà un peu ma petite expérience. Il y a plein de choses, plein d'expériences en matière de développement. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, c'est très intéressant. Ce qu'on comprend, c'est que avec ton organisme, toi, en tant que travailleur social du développement social local et communautaire, tu es parti d'une problématique qui concernait une population, en tout cas les habitants d'un quartier. J'arrive pas à prononcer la ville que tu as mentionnée. Koubé-Vakbo. Voilà, je vais même pas m'essayer de la prononcer. Je voudrais pas écorcher le nom de la ville de ses habitants. Et à partir de là, vous avez construit avec les habitants un autre organisme, les chefs de village. Vous avez réfléchi aux difficultés, aux problématiques qu'ils rencontraient pour travailler sur l'aspect de l'eau potable. C'est à peu près ça. Exactement, c'est à peu près ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que par la suite, en réglant un problème de l'eau, tu règles d'autres problèmes, c'est-à-dire l'accès à la scolarité pour les jeunes filles qui ne perdent plus de temps d'aller chercher l'eau et bien d'autres enjeux sociaux. Problème de maladies, par exemple, on sait que lorsque l'eau est souillée, ce sont des maladies liées à l'eau et lorsqu'on tombe malade, il faut dépenser pour se faire soigner. Et donc, en réglant la question de l'eau potable, on permet, voilà, on renforce les mécanismes de protection liés à l'hygiène, à l'assainissement. Et bon, voilà, et on permet à la population, voilà, d'être plus à l'aise. On renforce le bien-être de la population de façon générale. Nous avons bien compris depuis le début de l'épisode que les populations, les communautés sont les acteurs principaux du développement communautaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires ? Les pouvoirs publics constituent des acteurs du développement communautaire. Lorsqu'on parle des pouvoirs publics, on parle de l'État, on parle de ces démembrements qui sont les autorités locales. Aujourd'hui, gloire à Dieu, le Togo est effectivement décentralisé. Donc, nous avons les communes et au-delà des communes, nous avons la chefferie traditionnelle, par exemple. On a les organes de développement et comme le CVD, Comité de villageois de développement. Et on a également certains démembrements. Au Togo, je parle toujours des acteurs au Togo. Oui. On a un grand démembrement des pouvoirs publics qui est l'ANADEB. C'est l'Agence nationale de développement à la base qui, en collaboration avec les communautés elles-mêmes et aussi avec d'autres partenaires internationaux, initie des programmes pour le bien-être des communautés. À part de ça, on a les organisations de la société civile. C'est là-bas nous intervenons. Et on parle des ONG, des associations qui sont un peu un courroie entre les communautés et les pouvoirs publics. Elles viennent en appui. Les organisations de la société civile, que sont les ONG et les associations, viennent en appui à tout ce que le gouvernement fait pour, voilà, promouvoir le développement des communautés. J'ai une question, Eric. Tu as mentionné les chefferies traditionnelles. De quoi ou de qui s'agit-il ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans la décentralisation, dans l'administration togolaise, nous avons d'abord, dans les milieux ruraux, on a les villages. Après les villages, nous avons les cantons. Après les cantons, on a les communes.
Donc, après les communes, les préfectures, et après les préfectures, on a, voilà, la ville elle-même. Voilà un peu la structure. Et donc, on ne peut pas venir dans une communauté pour initier des actions sans impliquer les premiers acteurs que sont les chefs de village. Ce sont des acteurs très importants. Et dans chaque village, il y a des organes appellent la comité villageois de développement. C'est un peu comme le chef de l'État et peut-être l'Assemblée nationale, mais le gouvernement. Ok. Donc, le, 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 le CVD ou bien les comités de développement villageois travaillent avec le chef de village pour œuvrer pour le bien-être des villageois. Donc, ce sont des acteurs vraiment communautaires qu'il ne faut pas, surtout pas négliger et dans le développement communautaire. Voilà. Merci. Et est-ce que tu aurais un autre exemple en lien avec des actions communautaires ou des actions collectives dans le cadre de ta pratique? Je crois que la pandémie a occasionné plusieurs conséquences au-delà du fait qu'elle était juste une maladie. Et par rapport à cela, et en tant qu'organisation de la société civile, en tant que travailleur social, je me rappelle déjà que quand les gens restaient chez eux, les gens voulaient se protéger. Et moi, j'avais pas hésité avec une autre organisation de la société civile avec laquelle je collaborais parfois, à aller sur le terrain, à aller rencontrer les communautés, à leur parler de la maladie, à leur présenter ce qu'on appelle les désinformations, mais les fake news par rapport à la maladie, au moins de se prémunir, de se protéger. Et donc, c'est aussi ça le travailleur social. C'est quelqu'un qui vient en aide aux populations et pour essayer ensemble de régler les problèmes auxquels elles font face. Et le travail social, c'est pas quelqu'un qui reste juste dans son bureau, voilà, conscient des choses. Parfois, il descend sur le terrain en matière de loi communautaire, bon voilà, pour permettre aux populations, pour éduquer la population, pour sensibiliser, pour parler, pour leur permettre d'accéder à l'information. Et donc, au-delà de ces actions, nous avons initié plusieurs programmes, plusieurs projets. Et on a initié un projet dénommé Plateforme de lutte et de médiation en population et force anti-Covid. Et en effet, par rapport à la pandémie, on avait remarqué il y a eu un moment, le Togo, afin de faire face à la maladie, a mis en place une force qu'on appelle la force anti-Covid. Et cette force anti-Covid était chargée de faire respecter certains règlements. Par exemple, le port de masque, quoi encore. Et, par exemple, les couvre-feux. Parfois, il y avait des couvre-feux. Il fallait respecter cela. Mais il s'est avéré que parfois, il arrivait par exemple que les bars s'ouvrent. Certains bars s'ouvrent lorsqu'il y a couvre-feu. Il arrivait que certains ne, ne portent pas leur masque. Et donc, tout cela a créé des conflits, D'accord. des causes et blessures. Donc, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Et au-delà de cela, il y avait la psychose, la peur qui s'était installée au sein de la population. On disait, la maladie, c'est comme c'est la maladie des Blancs. On disait, d'où vient la Covid? C'est la fin du monde. Et donc, tout cela augmentait même plus encore l'effet lié à la pandémie. La peur. Voilà la peur. Donc, il fallait initier des actions. Avant tout, permettre la médiation entre la population et les forces anti-Covid. Donc, dans le cas de ce projet, par exemple, nous avons initié des forums de discussion. Des forums de discussion où nous avons invité les hommes, les femmes, et nous avons même invité les forces de l'ordre afin de discuter, d'échanger sur certaines thématiques liées à la maladie et pour favoriser le dialogue. Là, le dialogue, parce que nous savons que le dialogue favorise la conscience de la paix et le dialogue, la médiation permet de réduire les conflits. Donc, dans le cas de ce projet, on est passé par au moins trois villes au Togo, Wow. et, de Lomé, une autre ville qui s'appelle Tchévier, une autre ville qui s'appelle Yotor. Donc, on a organisé des forats communautaires de décision d'échange. On a eu aussi à former par rapport à la COVID et ça a été, voilà, une conséquence d'ordre économique. Les gens ont perdu leur petit gagne-pain. Il y a des personnes qu'on appelle des émigrants. C'est-à-dire, c'est comme un taximan, mais il te prend sur la moto et tu payes une redevance D'accord. parce qu'il te prend. Ok. Et donc, quand lorsque ça arrive comme ça, comme on parle de la COVID,
comme on parle des restrictions, il n'y a plus à gagner. Et donc, je reste à la maison. En tant qu'homme, en restant à la maison, qu'est-ce qui se passe? Je me sens frustré, fatigué. Parfois, ça crée des conflits entre monsieur et Dans le madame. couple? Et ça peut même, voilà, dans le couple, et bien, ça peut même conduire, bon, voilà, et à des excès de colère, des violences conjugales. Et donc, c'était un moment de parler de tout ça, de permettre aux communautés de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur. Donc, c'était un peu ça. Donc, en dehors de cela, on a eu organisé plusieurs formations sur la désinformation, surtout par rapport aux jeunes. On sait que les jeunes sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux que circulent les mauvaises informations qui créent la psychose, qui créent la peur, qui augmentent les fausses croyances. Donc, les jeunes ont été formés par rapport aux techniques, aux stratégies de lutte contre la désinformation. Par exemple, souvent au Togo, sur les réseaux sociaux, lorsque tu reçois une information, en évitant, on dit partagez, 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 partagez. Maintenant, on apprend aux jeunes, lorsque tu reçois une information, avant de partager, il faut réfléchir, il faut vérifier, il faut regarder, voir si cette information est vérifiée ou pas. Donc, au delà de cela, nous avons fait nous avons circulé d'école en école pour partager des masques, pour partager des kits détergents aux populations. Hmm. Donc, dans le cadre de ce projet, donc voilà, et ça a été une action, en gros, voilà, pour non seulement favoriser la construction du dialogue entre les forces de l'ordre et la population, mais pour, voilà, accroître la résilience des populations face à la maladie. Donc, c'est un peu ça. C'est hyper intéressant. Puis à travers les exemples que tu nous donnes, notamment les derniers, on voit vraiment tout l'aspect de promotion, de prévention et de médiation que le travailleur social peut mettre en place auprès des communautés pour les aider à avoir la connaissance pour faire des choix libres et éclairés et être, comme tu le mentionnais précédemment, dans la résilience et l'autodétermination. Exactement, c'est ça. Et prévenir, toujours prévenir. Et donc, ça a été l'occasion de sensibiliser la population déjà sur les enjeux, les problèmes environnementaux. Parce que la pandémie, à un moment, on l'a lié un peu à l'environnement. Et donc, c'était l'occasion aussi de parler de la protection de l'environnement, d'amener, par exemple, les tout petits enfants à connaître les principes liés, par exemple, aux ODD, Objectifs du développement durable. Nous avons 17 objectifs de développement durable et elles s'intègrent jusqu'à l'horizon 2030. 2030. Là, tu parles des ODD au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, pas au niveau du Togo spécifiquement. Oui, exactement. Au niveau mondial. Voilà. Merci. Alors, avant de terminer, veux-tu nous partager, selon toi, quel est l'intérêt du développement communautaire? Le développement communautaire présente un intérêt majeur, un grand intérêt et permet aux communautés avant tout de prendre en charge elles-mêmes leur propre développement. Et à travers le développement communautaire, tous ces acteurs impliqués que je viens de citer travaillent en partenariat et permettent de promouvoir au travers de leurs interventions ciblées et adaptées. Elles initient de façon convergente dans une démarche participative et elles contribuent à régler, à solutionner des problèmes ou bien des défis auxquels font face les populations. Les problèmes, par exemple, comme je viens de citer dans mon exemple précédent, d'accès à l'eau potable, des problèmes liés au conflit et aux menaces à la paix. Par exemple, actuellement, oui. Le nord du Togo fait face au problème d'extrémisme violent, Okay. ou en crise de terrorisme. Et donc, au-delà des actions de l'État, il faut que les organisations de la société civile aussi initient des actions. Au travers du développement communautaire, par exemple, ce sont des actions qui permettent, par exemple, de l'empowerment des personnes vulnérables. Pardon? Le développement du pouvoir d'agir, oui. Voilà, exactement. Des personnes vulnérables, par exemple, comme les femmes, les enfants, les laissés pour compte, par exemple, les personnes handicapées. Et donc, c'est au travail du développement communautaire que toutes ces personnes-là sont prises en compte et bon, voilà, trouvent solution par rapport aux problèmes qu'elles vivent.
Et donc, le développement communautaire présente un intérêt majeur pour la résolution des problèmes auxquels font face les populations afin d'accroître leurs connaissances, leurs compétences et voilà, favoriser leur bien-être intégral, si je peux le dire ainsi. Waouh, merci Eric, c'est vraiment précieux ce que tu dis. Ça fait vraiment écho avec, tu vois, les valeurs profondes du travail social. Je me répète, mais la justice sociale, la défense des droits, puis j'imagine bien que dans ton identité professionnelle et ta façon de pratiquer, à chaque fois que tu vas travailler sur un projet, dans un village ou une commune, tu gardes ça en arrière-pensée. L'augmentation des compétences, la capacité d'autonomie de sa population. Oui. Voilà, réduire l'inégalité entre les hommes et les femmes, voilà, l'équité, donc promouvoir les droits de l'homme. Donc, le développement communautaire prend en compte plusieurs thématiques. C'est plusieurs thématiques. Donc, il ne se limite pas. Il se limite pas. Il est holistique. Il est holistique. Voilà, ça, c'est un peu ça. Je pourrais encore t'écouter des heures. Mais désormais, je vais devoir te lancer sur le mot de la fin. Avant tout, j'aimerais avant tout te remercier, Stéphanie, pour cette initiative qui, selon moi, sans l'ombre d'un doute, contribue, mais permet d'accroître la visibilité du travail social. Merci. Et qui parfois est négligé. Et les travailleurs sociaux contribuent beaucoup au développement des communautés. Et il y a un travail social que je connais et qui m'inspire souvent et dont j'ai lu déjà plusieurs documents et livres. Je parle de Obama. Barack Obama a été travailleur social. Il a été organisateur des communautés avant d'être sénateur. Et dans l'un de ses livres, il explique comment, et au cours de cette expérience, il a eu à apprendre beaucoup du travail social qui l'a permis de développer des capacités. Donc, je suis fier d'être travailleur social. Je suis passionné par le développement communautaire. Et donc, c'est pour cela, et lorsque j'ai vu ton initiative sur LinkedIn, j'ai dit, pourquoi ne pas y participer? Et donc, nous voilà dans ce podcast qui est passionnant et qui permet de mettre en lumière les travailleurs sociaux, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde. Et donc, force à tous les travailleurs sociaux qui ne ménagent aucun effort pour contribuer au bien des communautés et continuons de parler de ce domaine, continuons de vivre pour le développement des communautés. Et au Togo, ils sont très nombreux, et qu'ils soient au niveau des pouvoirs publics, ils travaillent dans plusieurs ministères, par exemple le ministère de l'Action sociale, le ministère du développement à la base, et ils travaillent dans les organisations de la société civile, et ils travaillent dans les crèches, et ils travaillent avec les personnes en situation de handicap. Je vais parler des éducateurs spécialisés, je vais parler des assistants sociaux, et je vais parler de tous ces acteurs-là. Il y a aussi les agents de promotion sociale qui sont actifs sur les terrains. Je vais parler des agents de santé communautaire. Toutes ces personnes-là vraiment œuvrent beaucoup pour le développement des communautés et c'est important de parler de tout cela. Et donc vraiment, merci et chapeau à toi pour cette initiative. Voilà, merci. Et merci. Merci beaucoup Eric, ça me fait très plaisir. Et en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu mentionnes. Il faut davantage faire rayonner le travail social à travers le monde. Puis nous, on est francophones, et faire rayonner les acteurs et les actrices du travail social francophone, c'est un de mes objectifs. À mon tour de te remercier, mon cher Eric Lamakokou Banassima, pour ta participation à ce 2e épisode pour le balado Expose ton travail social. Et pour les autres, n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.